Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Ce soir, c'est un live exceptionnel, étant donné qu'il n'y aura pas une seule startup qui présentera son activité, mais deux startups, plus Guillaume de Quest for Change, que vous connaissez déjà si vous avez suivi le précédent WeClub et ce WeClub Santé 2. Alors avant de passer la main aux différents intervenants, je vais peut-être vous repréciser comment vous pouvez faire pour poser vos questions. Alors pour poser vos questions, vous avez une bulle QR normalement située au milieu de votre écran. Donc il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier et ensuite je me chargerai de la poser pour que les dirigeants d'Audima et de Superbranche puissent y répondre en suivant. Quant au déroulé de ce webinaire, comment ça va se passer? Ce webinaire, il devrait durer à peu près 1 heure. Il y aura une première partie de présentation. Ce sera plus des rappels sur WeSeed et sur le WeClub Santé 2. Puis Guillaume présentera Quest for Change un petit peu plus en détail. Après, on aura Jean-Marc qui présentera l'activité d'Audima et Delphine pour Superbranche. Et on clôturera le webinaire en suivant. Arnaud, je te laisse la main pour présenter WeSeed et le WeClub Santé. Parfait. Bonsoir tout le monde. Merci Maxime pour l'introduction. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition du live WeClub Santé 2. Je veux bien que tu avances. Merci. Vous connaissez pour la plupart WeSeed. Pour ceux qui nous découvriraient ce soir, je rappelle simplement que WeSeed est une plateforme de financement participatif, donc de crowdfunding, et on est la première plateforme à s'être créée en France en 2008. Le siège de l'entreprise est à Toulouse. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de collaborateurs et depuis 2008, on a largement contribué à financer des startups puisque ce sont près de 800 projets qui ont été financés sur notre plateforme pour près de 390 millions d'euros investis. Et ces 390 millions d'euros ont été investis grâce à notre communauté de membres qui sont les investisseurs qui financent les entreprises à travers notre plateforme. Et notre communauté d'investisseurs aujourd'hui, c'est près de 190 000 membres, dont 22 500 membres actifs au dernier recensement, qui sont les vrais contributeurs du financement des entreprises. Simplement, WeSeed est prestataire de services d'investissement. C'est non seulement la description de notre métier, mais c'est également l'agrément dont on dispose, accordé par la CPR et qui nous permet d'exercer sereinement notre métier en préservant les intérêts des entreprises financées et des investisseurs qui les soutiennent. On se parle aujourd'hui dans le cadre d'un WeClub qui est un produit un peu hybride créé par WeSeed il y a quelques années maintenant, puisque le premier WeClub a été lancé en 2017. Contrairement aux opérations classiques que l'on gère sur la plateforme, qui sont de financer entreprise par entreprise, le WeClub est une opération collective qui permet à des investisseurs de rentrer et d'abonder une poche d'investissement qui ensuite va être injectée dans des entreprises, dans une logique donc de mutualisation du risque. Quelques chiffres clés. 6 WeClub lancés depuis 2017 avec près de 6,5 millions levés à ce jour. Et les WeClubs sont des instruments thématisés. On intervient dans le domaine de la santé, évidemment, avec le WeClub 1 et le WeClub 2 qui nous intéressent ce soir. On est également intervenu dans l'économie bleue, dans l'immobilier. Je pense que j'ai dit l'essentiel, Maxime, merci. On va faire un focus plus particulier sur le WeClub Santé. Pourquoi on parle de WeClub Santé 2 ce soir? Tout simplement parce que c'est la deuxième opération que l'on mène conjointement avec Semia Quest for Change. Le premier WeClub Santé ayant été levé en 2021, sont près de 450 investisseurs qui sont rentrés dans cette poche d'investissement, plus d'1 million d'euros collectés et injectés dans 5 startups alsaciennes en santé. Le WeClub Santé 2, c'est le renouvellement de l'expérience en 2022. Donc, c'est un club d'investissement participatif. Participatif parce que c'est toujours basé sur le mécanisme de faire appel à une communauté d'investisseurs pour financer des entreprises, mais collectif dans la mesure où on constitue une poche d'investissement qui va être mutualisée et injectée dans plusieurs entreprises. L'objectif, très clairement, c'est le soutien de la filière santé en région, dans la région Grand Est. Et les thématiques d'investissement, derrière le terme santé, on précise avec les thématiques biotech, medtech ou e-santé.
Euh, alors, qu'est-ce que le WeClub Santé 2 ou l'intérêt de l'opération? L'intérêt de l'opération est à la fois côté entreprise et côté investisseur. Euh, D'un point de vue général, le WeClub, c'est une structure qui est opérée par WeSeed en partenariat avec Quest for Change, avec Semia. Et l'idée, c'est vraiment que on mette au service des entreprises et des investisseurs le savoir-faire des deux structures. Savoir-faire de WeSeed sur tout ce qui est analyse des entreprises et mise à disposition de la plateforme technologique qui permet de gérer tout le processus d'investissement. Et le savoir-faire de Semia, qui est notre partenaire, qui permet d'identifier des entreprises d'intérêt, de qualifier les aspects scientifiques et les aspects marchés et de mener des analyses conjointes pour dérisquer au maximum les entreprises avant de les proposer à l'investissement à notre communauté d'investisseurs. L'intérêt côté investisseur, c'est que donc il y a une répartition du risque, comme je le disais, c'est que c'est un dispositif qui permet d'accéder à des dispositifs de réduction d'impôts. Et je pense que j'ai dit l'essentiel sur la description du WeClub. Le schéma sur la partie droite de cette diapositive représente vraiment le mode de fonctionnement avec les caractéristiques suivantes. L'objectif de la plateforme, c'est de collecter en 2022 entre 750 et 1,5 million d'euros. On approche, on a dépassé le million. Pour les investisseurs, c'est le moyen, avec une souscription unique, de placer son investissement de manière diversifiée dans plusieurs cibles d'investissement, avec un ticket d'entrée, donc la souscription minimale de 1 000 euros. Le fonctionnement, vous le voyez, ce sont 1 000 euros ou plus, évidemment, qui permettent de rentrer dans la holding financière commune, qui est cette poche d'investissement qui va être investie dans les cibles d'investissement. Le WeClub 2 s'est fixé comme objectif de financer entre 4 et 5 sociétés pour des tickets compris entre 150 à 350 cas par entreprise investie. Évidemment, le WeClub n'a pas vocation à rester éternellement au capital des entreprises dans lesquelles on rentre, donc on a un objectif de sortie à 5 à 8 ans. Et le modèle économique, classiquement, pour ceux qui connaissent WeSeed, des frais côté investisseur au moment de l'entrée dans le WeClub de 0,9% et puis des frais de gestion qui permettent de supporter le WeClub pendant la durée de détention des titres dans les entreprises investies. Processus de sélection exigeant, j'en ai déjà parlé rapidement. La présélection des entreprises est effectuée par Semia qui connaît parfaitement l'écosystème et les entreprises de son territoire et qui est en capacité d'identifier les plus prometteuses. Une répartition des rôles parce que l'audit est réalisé par WeSeed qui réalise donc un audit interne et puis un audit externe pour vraiment caractériser les entreprises avant de rédiger des rapports d'audit qui sont examinés par un comité de sélection composé par des membres de la communauté, par des membres de WeSeed et de Semia. Et enfin, les investissements sont réalisés à partir du moment où les investisseurs du WeClub valident les opérations. Maxime a déjà parlé des entreprises qui allaient pitcher ce soir, donc Audima et Superbranche. Mais pour mémoire, des premières entreprises ont été analysées dans le cadre du WeClub, avec des investissements qui ont été réalisés pour Diagnostic et des investissements en cours de réalisation, vérification des dernières conditions suspensives pour 2 autres entreprises, Viper Therapeutics et BrightSense Diagnostics. Guillaume, je te passe le relais. Non, en tout cas, merci Arnaud pour l'introduction et bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Vétergenoux, je suis le directeur du pôle santé chez Quest for Change, qui est un réseau d'incubateurs dans la région Grand Est et dont l'incubateur SEMA fait partie. Prochaine diapositive. Donc, le réseau Quest for Change est composé de 5 incubateurs localisés dans la région Grand Est avec l'incubateur Semia à Strasbourg et une antenne à Mulhouse, qui est Alpha à Épinal, The Pool à Metz, Innovact à Reims et Rimbotech à Charleville-Mézières. À date, c'est 250 projets qui sont actuellement incubés et ils sont accompagnés par des experts qui ont tous été entrepreneurs, donc tous eu un passé entrepreneurial. Et c'est ça la particularité et aussi l'ADN de l'accompagnement au sein du réseau Quest for Change. Prochaine diapositive. Alors, nous sommes des incubateurs non-profit, ce qui signifie qu'on n'est pas intéressé du tout financièrement dans le suivi de nos startups. Nous sommes aussi des incubateurs publics. Nous sommes financés par la région Grand Est, le FEDER, le ministère de la Recherche,
les différentes métropoles où sont localisés nos incubateurs et également les différents partenaires bancaires en fait qui sont localisés juste en bas dans le banner. Le réseau d'incubateurs Quest for Change en 2021, c'est 250 startups en cours d'incubation. C'est 100 nouvelles startups qui sont incubées par année, soit à peu près environ 80% du deal flow de la région Grand Est. Nous sommes des incubateurs généralistes avec 60% de nos startups qui sont dans le domaine du numérique, 15% dans l'industrie, et celle qui nous intéresse ce soir, c'est 25% dans les biotech et technologies médicales. Ces 250 startups, ça représente, c'est encore derrière, 1200 entrepreneurs et salariés, hein, soit une belle ETI. C'est 105 millions d'euros qui ont été levés en 2021, avec une moitié, on reviendra un petit peu plus sur les leviers un petit peu plus tard, entre l'equity et l'ensemble en fait des dispositifs non dilutifs de la BPI France, de la région Grand Est, voire même en fait de l'Europe. Mais ce qui est intéressant, là, en fait, c'est aussi, lorsqu'on se place dans la perspective d'un investisseur, c'est la valorisation de l'ensemble du portefeuille des startups qui ont levé. Et lorsqu'on additionne l'ensemble des valorisations à la transaction, donc ce qui a été signé, on arrive à la somme cumulée que vous pouvez voir en fait ici de 250 millions d'euros. Et ça, c'est vraiment un indicateur qui est fort car il démontre la création de valeur qui a été faite entre l'entrée de l'incubation et la première opération de financement des startups. Et finalement, c'est ce qui correspond à cette opération à laquelle vous allez être sollicité dans le cadre de ce week-end santé. Enfin, et c'est important, 75% en fait de nos startups sont toujours en vie après 5 années de création. C'est un indicateur aussi très fort en fait de la sélection et de l'efficacité de la sélection et de la détection en fait de nos startups. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, avec 60 startups santé, nous sommes par le nombre, le premier incubateur et accompagnateur santé en France. On adresse 3 verticales, la biotech. Donc, ce soir, nous aurons en fait 2 biotech avec Superbranche et Audiba, mais aussi la medtech et la santé digitale, ce qui fait de nous un incubateur généraliste en santé. On a une certaine particularité, c'est qu'un tiers de nos projets ne sont pas originaires de la région Grand Est, ils viennent de l'international, des USA, par exemple, en fait, de Palo Alto, de Houston, où on a 2 startups qui viennent de Houston. On a une spin-off d'Harvard Medical School, une spin-off de Stanford University, mais également en fait d'autres pays comme Israël, avec une spin-off du Technion, et encore d'autres pays tels que le Japon, la Suisse, l'Allemagne, Taïwan, etc. Mais aussi d'autres régions de France, puisqu'on accueille en fait 2 projets parisiens, de la PHP, de l'IGR, mais aussi en fait du Génopole, du sud de la France avec Sophia Antipolis, Marseille ou encore Montpellier. Et si on devait revenir aussi sur l'ensemble de ces startups, qui sont-elles? Elles ont un degré de maturité qui est variable. Nous ne sommes pas que des incubateurs au sens allègre du terme, c'est-à-dire une valorisation que de projets qui sont issus du laboratoire et pour lesquels en fait on les accompagne pour la valorisation par la création d'une startup, mais on va aussi en fait accompagner en fait des startups qui ont déjà réalisé en fait leur premier tour d'amorçage ou de financement et que l'on accompagne en fait vers la série A. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, le département que je dirige, le département santé, en 2021, c'est 60 startups qui sont incubées, comme je l'avais indiqué avant. On a 10 à 15 startups qui sont incubées chaque année. Elles ont levé l'année dernière 55 millions d'euros avec des valorisations cumulées basées donc sur des transactions, ce qui a été signé à hauteur de 190 millions d'euros. Et comme je le dis toujours, quantité n'exclut pas la qualité. Ceci en fait témoigne aussi en fait de la réelle efficacité en fait de notre accompagnement. 21 de nos startups depuis 2018 qui sont incubées sont lauréats du concours national iLab, qui est organisé par le ministère de la Recherche et de la BPI France. On parle ici en fait de 15% en fait de réussite. Et pour votre information, 9 des startups qui ont été sélectionnées au cours des 2 phases de 8 clubs santé ont toutes été en fait lauréats de ce concours. Et parmi celles-ci, on a ces 21, on en a 4 en fait qui sont au Grand Prix de ce concours, ce qui veut dire en fait c'est le prix maximum qui est remis par le ministère, Madame la ministre et Monsieur Dufourcq, en fait le patron en fait de la BPI France, et vous aurez l'occasion en fait de découvrir ce soir en fait Superbranche qui est l'un de ces grands prix. Donc, toujours au niveau national, donc juste après le iLab, on a le concours Innov. On parle ici de 15% de réussite, ce qui permet d'accéder jusqu'à 4 millions d'euros. Donc, on en a 5 de ces lauréats. Et encore plus sélectif au niveau européen, c'est vraiment l'un des plus sélectifs puisqu'on est entre 5 et 8% de taux de réussite. On a 2 lauréats, dont Sparta Medical, qui, je vous rappelle, a été financé par le premier 8 Clubs Santé 1. Et enfin, un autre indicateur qui est plutôt national, 11 de nos startups ont été sélectionnées dans le Top 100 Challenge dans la section en fait les startups où investir.
Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, si je devais revenir en fait sur notre proposition, pour les startups qui sont candidates ce soir au WeClub Santé, on a une bonne visibilité sur la feuille de route et le dimensionnement de leurs besoins pour atteindre le prochain jalon, qui est la série A. Les fonds qui seront collectés par le WeClub Santé vont permettre de déclencher des effets de levier qui sont vraiment significatifs, avec notamment les dispositifs de la BPI-France, de la région, sur lesquels on a vraiment une très bonne visibilité. Et on aura au préalable, avec ces startups sélectionnées dans le WeClub Santé, valider l'ensemble de ces dispositifs avec les organismes et les financeurs publics et qui seront concomitants avec votre investissement, donc celui des Lucideurs. Donc maintenant, si on devait être concret sur cette diapositive et représenter un objectif, par exemple, de financement à hauteur de 300 000 euros, si on a 300 000 euros avec la startup, on aura accès à des effets de levier non dilutifs classiques tels que 250 à 500 000 euros d'obligations convertibles de la French Tech Seed, de la BPI-France, dont nous sommes d'ailleurs membres du consortium. Puis ensuite, des aides de la région à hauteur de 100 000 euros et un préamorçage régional qui est boosté en fait par la région Grand Est jusqu'à hauteur de 300 000 euros, ce qui nous permet en fait d'arriver globalement à 1,2 million d'euros en fait de mobilisables. Et si on ajoute encore à l'equity, donc lors de la levée de fonds, par exemple, avec des co-investissements, ce que l'on a fait déjà au dernier WeClub Santé, on peut arriver à des dispositifs tels que l'aide au développement Deep Tech de la BPI-France à environ 2 millions d'euros en fait de mobilisables, avec donc cette aide qui est finalement un mix en fait de subventions et d'avances remboursables. Et pour votre information, par exemple, l'année dernière, Sparta Medical, qui est l'une des startups qui ont sélectionné en fait les Lucideurs, ils ont pu bénéficier de l'ensemble de ces dispositifs. Et dans les prochains temps, on communiquera aussi sur d'autres en fait startups qui disposeront en fait de l'ensemble de ce continuum en fait du financement qui est très efficace. Prochaine diapositive. Donc, concernant les critères de sélection des projets que l'on accompagne et que nous vous présentons en fait finalement ce soir, ils sont sélectionnés sur des critères qui ne sont pas finalement si originaux que cela, puisque ce sont ceux qui sont utilisés par les financeurs publics ou encore en fait les investisseurs privés. On les sélectionne principalement, comme vous pouvez le voir là, sur l'équipe qui doit être fortement engagée, expérimentée et complémentaire, aussi bien dans les aspects technologiques que business. L'innovation, bien évidemment, qui doit être fortement différenciante et doit répondre à un besoin non satisfait et forcément fait aussi d'un marché à fort potentiel. Une technologie qui doit être protégée mais pas trop âgée, et notamment c'est encore plus vrai pour les biotech qui ont des temps de développement suffisamment longs et des phases cliniques, mais je pense que Jean-Marc et Delphine en parleront un petit peu plus tard, ne permettent pas en fait d'avoir en fait finalement des brevets trop âgés. On a ensuite une preuve de concept minimal. Là, on insiste énormément à l'entrée aussi en fait de l'incubation, mais aussi à la sélection de ce soir. De facto, on n'incube pas en fait sur des présentations PowerPoint. Et en biotech, comme c'est le cas en fait ce soir, ce sont seulement en fait des sociétés qui rentrent en incubation, qui sont sélectionnées dans ce WeClub Santé, qui ont à minima en fait des résultats positifs en fait d'efficacité préclinique in vivo et qui seront considérés justement dans la sélection en fait des startups qui sont présentes ce soir. Et enfin, je l'ai répété en fait juste avant, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une feuille de route qui est pragmatique et cohérente, avec des jalons clés, bien identifiés, et surtout un bon dimensionnement en fait des besoins financiers pour arriver à cette série A. Prochaine diapositive. Donc, prochaine diapositive, ouais. Donc en fait, ce qui est important à savoir, pourquoi finalement des projets à fort potentiel émergent ou viennent jusqu'à nous, comme je vous l'ai dit, en fait, un tiers de nos startups en fait viennent pas forcément en fait de la région Grand Est. Un des points forts, c'est qu'ils ont accès à un écosystème de l'innovation qui est de référence au niveau international dans les sciences de la vie, mais qui est surtout facilement mobilisable. L'incubateur CEMIA est localisé juste à côté en fait de l'université de Strasbourg, qui est vraiment une référence internationale dans les sciences de la vie, première selon la revue Nature au niveau européen et 16e au niveau mondial pour les innovations. Il y a 5 prix Nobel qui sont à 5 pas de chez nous. Et d'ailleurs, en fait, Delphine en fait, est dans les locaux de 4 de ces prix Nobel, à l'ISIS, donc. Et ces 5 prix Nobel sont vraiment en activité. Il y en a un d'entre eux, en fait, qui est d'ailleurs en fait, cofondateur de l'une de nos startups. Et un certain nombre, en fait, finalement, de nos projets ont des projets qui sont issus, en fait, de leur laboratoire. Non loin, en fait, de notre incubateur, il y a aussi l'IRCAD, en bas à gauche. C'est un centre d'excellence de chirurgie mini-invasive qui est dirigé par le professeur Maresco, qui est membre de l'Académie de médecine, de chirurgie et des technologies. Il est d'ailleurs le premier chirurgien à avoir réalisé en 2001 une opération à distance entre New York et Strasbourg. Il forme d'ailleurs en fait 6 000 chirurgiens en fait, par année
donc sur Strasbourg, mais aussi en fait sur les 7 différents ERCAD en fait qui dirigent sur différents continents. D'ailleurs, en fait, l'ERCAD nous a confié plusieurs startups, dont RDS en fait, qui est aussi lauréat du concours Lab et qui a levé en fait fin de l'année dernière en fait 4 millions d'euros. Juste à côté de l'IHU, il y a l'IRCAD, pardon, il y a l'IHU, qui est un centre d'excellence en fait de la chirurgie guidée par l'image et qui est membre aussi d'ailleurs du consortium French Exceed, donc ces obligations convertibles de la BPI France dont nous faisons partie. Ils nous ont confié aussi 3 de leurs startups, donc Wellon, qui est lauréat du concours iLab et qui est d'ailleurs aussi en fait l'une des startups en fait qui a été l'une des candidates et investie en fait lors de ce premier WeClub Santé en 2021. En face de l'IHU et de l'IRCAD, il y a Nexmed, ça c'est important, c'est un technoparc de 30 000 m² qui sera dédié en fait au MedTech et qui est copiloté en fait par le pôle de compétitivité BioValley France et qui accueillera sur 30 000 m² des startups. Il y a déjà 10 000 m² en fait qui sont en fonction et qui commencent à accueillir un certain nombre de startups. Et d'ici les 2 prochaines années, on aura 20 000 m² en fait supplémentaires, donc pour constituer 30 000 m² qui pourront accueillir un certain nombre de startups dans la santé. Prochaine diapositive. Donc, voici en fait les dernières belles histoires. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est les startups en fait qui sont dans les différentes verticales que j'avais évoquées, qu'elles soient biotech, medtech ou encore santé digitale. On peut retrouver par exemple en fait en haut à gauche Corbiogenesis, qui a été Grand Prix en fait de la dernière édition du concours iLab et qui vient tout juste en fait de lever 10 millions d'euros. On parle ici en fait de bioproduction de facteurs de croissance dans les plantes, ce qui permettra en fait de baisser significativement en fait les coûts de production en fait des thérapies cellulaires et ce qui constitue en fait d'ailleurs en fait un des forts freins en fait majeurs en fait dans le développement en fait de ces thérapies, de ces technologies-là. Juste à côté, Sparta Medical que j'ai évoqué avant, qui est l'un des investissements en fait du premier WeClub Santé et qui a, grâce au WeSeed et un co-investissement, en fait, pu accéder à un ensemble en fait de financement non dilutif pour arriver à une assiette de 2,4 millions d'euros et qui a été en fait depuis peu aussi en fait l'un des lauréats en fait de l'EIC Accelerator. Donc l'EIC Accelerator, je répète, en fait, c'est un concours très sélectif au niveau international, au niveau européen. On parle en fait de là entre 5 et 8 en fait en fait de réussite et ils ont pu en fait avoir accès à une subvention à hauteur de 2,4 millions d'euros. Et pour finir, on parle souvent de levée de fonds, mais il y a aussi des acquisitions. On a déjà eu 2 acquisitions en fait cette année, dont une qui est juste en bas à droite, qui est Nanocinex, qui est une medtech qui est co-incubée entre le Technion de Haïfa et chez nous, et qui a été lauréat aussi en fait de la première vague de l'EIC Accelerator et qui vient d'être en fait acquise par la société américaine Qualigene pour un montant en fait disclosé de 11 millions d'euros. Il s'agit là en fait d'un test de résistance rapide aux antibiotiques. J'en ai fini en fait pour la présentation rapide de Quest for Change. Et ce que je vous propose à présent, c'est de continuer avec les présentations des 2 sociétés qui sont candidates. Et nous allons commencer en fait par Audima, qui est une biotech et représentée par son président, Jean-Marc Laimaché. Jean-Marc, c'est à toi. Merci pour votre attention. Merci Guillaume. Audima est donc effectivement l'une des startups de l'écosystème alsacien. Elle est spécialisée dans l'immunothérapie personnalisée du cancer sur la base d'une plateforme d'immunothérapie originale et aussi de l'usage d'intelligence artificielle. Image suivante. Le traitement du cancer, aujourd'hui, ça reste bien sûr basé sur le trépied, chirurgie, radiothérapie, chimio, mais il y a eu ces dernières décennies des avancées, notamment les thérapies ciblées, qu'elles soient orales ou intraveineuses, et surtout l'immunothérapie dont on a beaucoup parlé. L'immunothérapie, quand ça fonctionne, c'est très bien, ça marche de façon durable. Ça fonctionne chez, selon les indications, environ 20% des patients. Donc, ça donne à la fois de l'espoir, aussi de la déception et en tout cas une grosse marge d'amélioration. Chez Audima, nous sommes convaincus que si on veut aller au-delà de ce taux d'efficacité en immunothérapie, il faut carrément rentrer dans la biologie de chaque tumeur pour en ressortir ce qui fait vraiment ou ce qui peut faire la cible du système immunitaire.
et le montrer à ce système immunitaire. C'est la base de l'immunothérapie personnalisée. C'est une approche qui a été rendue possible par les avancées, il y a une décennie maintenant, du séquençage en masse de l'ADN. Puisqu'aujourd'hui, on peut en quelques heures séquencer tout le génome d'une tumeur, tout le génome d'un individu. Ce sont les premières étapes du processus. À partir de là, il y a des algorithmes qui vont jouer au jeu des 7 erreurs pour trouver toutes les mutations que porte la tumeur d'un patient. Une fois ces mutations identifiées, il y a d'autres algorithmes qui vont les classifier en fonction de leur degré d'immunogénicité. Et ça, c'est très important. Et donc, on va sortir avec un classement. Et si on prend, par exemple, le top 20 des mutations les plus immunogènes d'une tumeur, eh bien, on aura l'information pour resynthétiser de l'ADN qui va exprimer ces mutations et pourra servir de base à un médicament, à un vaccin personnalisé avec lequel on va retourner vers le patient. Notre particularité à Audima, c'est de retourner vers le patient avec une plateforme d'immunisation qui est nouvelle, qui n'est pas seulement innovante, mais qui est également plus puissante que les plateformes qui ont été utilisées ces dernières années. Nous avons aussi un avantage qui est un temps de fabrication relativement court, en 8 semaines, et donc qui peut s'accorder facilement avec les délais de prise en charge des patients. Image suivante. Vous avez tous entendu beaucoup parler des vaccins ARN ces 3 dernières années, et donc ça pourrait être également une plateforme pour immuniser avec ce qu'on appelle les néo-antigènes, les néo-épitopes. Nous avons fait le choix de notre côté de l'ADN plutôt que de l'ARN parce que l'ADN est plus stable, plus immunogène et nous pensons également plus puissant. L'image de gauche montre la courbe de survie de souris atteintes d'un mélanome que l'on traite soit avec un vaccin ARN, c'est une des 2 courbes en bas qui se confond plus ou moins avec celle du contrôle, ou bien traité avec le vaccin Audi 2001 développé par Audima, pour lequel plus de 60% des souris arrivent à rejeter leur mélanome et à survivre dans la durée. Notre plateforme est composite. Je vous ai dit qu'elle a un vecteur à ADN qui va exprimer les différentes mutations les plus immunogènes d'une tumeur. Il y a aussi 2 autres composants. Un virus vivant qui est le même vaccin que celui utilisé contre la vaccine du singe, qui va apporter un signal de danger pour éveiller le système immunitaire. Et un 3e composant de la formulation est un anticorps régulateur du système immunitaire. Chacun de ces 2 composants va apporter un effet multiplicatif dans la quantité de cellules immunitaires générées. Et par rapport à un vaccin ADN simple, l'amplification est d'environ 40 fois. Image suivante. En termes d'innovation, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi fait le choix d'un certain type d'ADN qui n'est pas le plus courant. L'ADN courant consiste en des anneaux d'ADN amplifiés dans des gros fermentateurs dans une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Mais s'il faut faire ça pour chaque patient individuellement, c'est très lourd et très onéreux. Et donc, nous nous sommes tournés en partenariat avec une société britannique vers l'ADN synthétique, un ADN qui est fabriqué à petite échelle, de façon enzymatique, et donc à moindre coût et avec des délais courts, et en plus avec l'avantage de ne pas avoir de contaminants bactériens et de ne pas avoir besoin d'utiliser de gènes de résistance aux antibiotiques. Donc beaucoup d'avantages, à la fois économiques, mais aussi réglementaires, par rapport à la sécurité du produit. Image suivante. Aujourd'hui, je l'ai évoqué, nous avons un environnement compétitif avec certains acteurs, comme vous pouvez voir au milieu, que vous connaissez très bien, BioNTech, Moderna, qui utilisent cette approche, mais avec du vaccin ARN. D'autres utilisent des vecteurs viraux, comme Transgène à Strasbourg, Nuscom à Bâle, ou encore des peptides, ou encore des vaccins ADN simples. Nous pensons que nous avons beaucoup d'avantages par rapport à nos compétiteurs, déjà en termes de temps de fabrication court, et puis aussi en termes de réponse immunitaire, puisque en laboratoire, nous avons comparé notre approche, pas seulement vis-à-vis de l'ARN, mais également par rapport au virus à ADN simple, aux vecteurs viraux, aux peptides,
Et sur la base de nos résultats, nous avons un avantage en termes d'efficacité. Image suivante. En termes de preuve de concept, nous avons d'abord établi une preuve de concept immunologique, ce facteur x40 par rapport à une réponse que donnerait un vaccin ADN simple. Nous avons observé ça chez la souris, mais après, bien sûr, il a fallu démontrer l'activité antitumorale chez l'animal. Nous avons obtenu cela toujours chez la souris dans le modèle de mélanome dont je vous ai parlé, à la fois en monothérapie, mais aussi en combinaison avec d'autres immunothérapies, et avec l'observation que notre produit potentialise les immunothérapies standards utilisées en clinique. Plus récemment, nous avons montré que la plateforme est également active dans un modèle de cancer du côlon et tout récemment dans un modèle de cancer du sein. En fait, notre produit n'est pas spécifique d'un type de tumeur, il est spécifique de tous les cancers puisque tous portent des mutations, mais il est surtout spécifique de la tumeur individuelle de chaque patient. Image suivante. Sur la base de ces résultats précliniques et en accord avec notre communauté de conseillers et d'experts internationaux en oncologie, nous avons considéré que les bases étaient remplies pour préparer un premier essai clinique chez l'homme et aujourd'hui nous nous activons effectivement à la préparation de cet essai qui devrait commencer fin 2023. Ce premier essai clinique chez l'homme est forcément limité, une quinzaine de patients avec des tumeurs avancées mais en bon état général, des injections répétées d'Audi 2001, le nom du produit dans sa version recherche et développement. Il est donné en injection sous-cutanée, comme tout autre vaccin. Les premières choses que l'on regarde dans une étude de phase 1, donc la première chez l'homme, c'est bien sûr la faisabilité et la tolérance du traitement. Bien sûr, il y a d'autres paramètres que nous étudierons, l'optimisation des doses de 2 des composés de la formulation, la réponse immunologique, peut-être la réponse sur l'ADN tumoral circulant, et puis bien sûr aussi, nous serons attentifs à des premiers signes d'efficacité clinique en termes de taux de réponse ou de survie sans progression. Pour mener à bien cet essai, aujourd'hui, nous avons sécurisé tout le processus opérationnel, depuis la collecte de l'échantillon et son analyse génétique, jusqu'à la resynthèse de l'ADN et la mise à disposition de la formulation aux pharmacies des hôpitaux où ce produit sera testé. Le système documentaire de l'essai clinique est en cours de préparation et nous prévoyons d'ores et déjà, au-delà de ces 15 patients, de pouvoir ensuite étendre l'essai à d'autres cohortes de patients pour utiliser Audi 2001, soit en monothérapie, soit en combinaison avec des immunothérapies. Image suivante. Ce schéma résume notre plan d'avancement. Nous avons donc obtenu aujourd'hui des preuves de concept. Nous avons commencé la fabrication pharmaceutique d'un des composés. Elle est même, pour ainsi dire, terminée. Il s'agit du virus qu'on utilise contre la variole du singe. Nous préparons en ce moment des lots d'ADN synthétique à blanc à partir de génomes de patients, mais des lots qui ne sont pas testés à être employés, mais certainement à s'assurer de la robustesse du procédé. Nous avons également dans les prochaines semaines une réunion prévue avec l'Agence nationale de santé en France, l'ANSM, pour discuter tous les détails du premier essai clinique chez l'homme et s'assurer que tout le monde est aligné. Derrière cela, nous aurons encore une série de tests chez l'animal, cette fois-ci pas pour de la preuve d'efficacité, mais simplement pour de la tolérance. C'est un requis réglementaire. Et ensuite, nous pourrons, milieu d'année 2023, déposer le dossier de demande d'autorisation d'essai clinique. Et ensuite, nous aurons les premiers patients, phase 1, 15 patients, et puis l'extension vers d'autres cohortes. Pour financer tout cela, nous clôturons en ce moment, et l'opération WICID en fait partie, un bridge de 1,2 million d'euros, qui est le deuxième de cette année, puisque nous avons déjà levé 1 million d'euros au mois de juin dernier. En parallèle, nous préparons, avec l'aide de tous nos partenaires, une levée de fonds de série A de 20 millions, tranchée en 7 millions et 13 millions, pour alimenter tout le développement clinique et les autres frais fixes de la société pendant la période de développement clinique de phase 1 et de phase 2. Image suivante. Donc aujourd'hui, la société est valorisée à 4,8 millions
d'euros. Comme je vous l'ai annoncé, nous envisageons un closing pour l'opération en cours d'ici la fin de l'année d'environ 1,2 million d'euros qui seront répartis entre Capinovest, notre investisseur historique qui va reparticiper au financement, Angel Santé France, d'autres Love Money, WeSeed, nous l'espérons, d'autres anges indépendants, ainsi que les fondateurs initiaux. Image suivante. Ceci est pour faire écho aux explications qu'a données Guillaume, puisque aujourd'hui, il est possible pour une enveloppe de 100 000 euros d'acquérir un peu plus d'1,6% de la société. Nos estimations au moment de la série A est que cette même valeur se transforme en 250 000 euros pour un nombre de parts à peine plus faible de 1,14%. Et bien sûr, cette amplification de valeur est censée se poursuivre ultérieurement. Image suivante. Une équipe. Aujourd'hui, nous sommes pas mal de personnes avec toutes des backgrounds différents, mais qui se regroupent pour couvrir tous les aspects de ce que l'on a besoin pour le développement d'un produit pharmaceutique, que ce soit de la science, du business, du pharmaceutique et de la pharmacie, et également de la finance. Image suivante. Donc, en résumé, nous disposons aujourd'hui d'une technologie de rupture pour laquelle nous avons un brevet qui est déjà délivré en Europe. Nous bénéficions indirectement de la propriété intellectuelle de nos partenaires, que ce soit au niveau de la prédiction des mutations ou par exemple de la synthèse d'ADN synthétique. Nous avons une équipe complémentaire et qualifiée et des bases scientifiques solides pour maintenant préparer un premier essai clinique chez l'homme pour lequel nous avons sécurisé toute la chaîne logistique amont. Et donc aujourd'hui, en toute logique, nous cherchons à lever les fonds pour terminer les préparatifs de l'essai clinique, 1,2 million d'euros, et préparer sereinement une levée de fonds de série A pour financer les premières étapes du développement clinique ainsi que les suivantes par extension de cohorte. Image suivante. Voilà, pour faire ça, bien sûr, nous sommes accompagnés par pas mal de monde, historiquement et de façon robuste, et je veux vraiment en profiter pour remercier tout le monde ici, l'incubateur de la région Grand Est, CEMIA, mais nous avons également bénéficié d'une aide de la région Grand Est, de plusieurs produits de soutien de BPI France, et puis bien sûr nous avons également un écosystème régional qui nous aide de façon diverse, que ce soit les centres hospitaliers de la région ou des structures transversales comme le Cancéropole, BioValley ou Matwin. Voilà, et il me semble que ça doit être une des dernières diapositives. Peut-être mentionner encore que Audima fait partie des 100 startups sélectionnées par la revue Challenge dans lesquelles investir. Notre directrice générale a été récompensée du prix des femmes de l'économie. Et puis, je l'ai déjà dit, nous avons également bénéficié du support de BPI et notamment du label Deep Tech. Merci pour votre attention. Merci Jean-Marc pour votre présentation. Je vais couper temporairement la présentation pour passer aux questions. Alors on va passer à la première question. Je vous la lis et je vous laisse y répondre en suivant. La voici. Comment vos résultats chez l'animal se comparent-ils par rapport à ceux de vos compétiteurs? Alors effectivement, c'est une question qu'on nous a souvent posée, puisque certains compétiteurs sont des mastodontes aujourd'hui, ne serait-ce que BioNTech ou Moderna. Et donc, dans nos manipulations précliniques, nous avons fait le choix d'utiliser les mêmes modèles que ceux qui avaient été employés par nos compétiteurs pour que justement, on puisse se comparer
Et aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, nous avons un avantage par rapport à ces autres plateformes d'immunisation. Ok, merci. Et donc du coup, dans la présentation, vous avez parlé de vos premiers essais cliniques. Vers quel patient allez-vous vous tourner et est-ce que vous avez, où envisagez-vous de faire ces premiers essais? Alors, les premiers essais cliniques seront certainement réalisés au Centre anticancéreux de Dijon, chez le professeur Guy Ringelli, qui est un des experts français de l'immunothérapie du cancer et surtout de la thématique de comment améliorer l'immunothérapie du cancer. Donc, il y avait une logique quelque part dans les thématiques de nos groupes de recherche. Après, bien sûr, on envisage d'étendre l'expérimentation à d'autres centres qui sont labellisés pour faire de la phase 1, donc qui apportent les garanties suffisantes pour les premiers essais cliniques chez l'homme. En termes de patients, on pourrait se tourner vers tout type de pathologie, mais pour avoir une certaine homogénéité, aujourd'hui, très certainement, nous allons commencer par des patients avec des cancers du côlon. Alors, pourquoi? Parce que l'immunothérapie dans le cancer du côlon marche chez un petit sous-groupe de patients, mais pas chez les autres. Et donc, quelque part, il y a à la fois une preuve que ça peut marcher, mais qu'il faut apporter quelque chose de plus. Donc, on pense que cette pathologie est intéressante. C'est également, en termes de taille de marché, un des premiers cancers après les cancers du sein et du poumon. Et donc, c'est un intérêt supplémentaire pour adresser le cas du cancer du côlon, qui a peut-être moins bénéficié que d'autres ces dernières décennies de l'arrivée de l'immunothérapie et des thérapies ciblées. Ok, et une dernière question, est-ce que vous envisagez un ou des partenariats pharmaceutiques plus ou moins long terme? Alors oui, bien sûr, parce que le fait que le produit Audi 2001 n'est pas spécifique d'un type de tumeur signifie un marché plutôt grand en termes d'oncologie, et pour pouvoir le servir correctement, à un moment donné, il nous faudra certainement la collaboration d'un gros du domaine pharmaceutique, mais on ne s'interdit pas non plus d'imaginer des licences de notre technologie dans des zones géographiques ou pour des pays, pour des structures plus petites qui feraient de la médecine personnalisée dans une certaine zone géographique. Ok, super. Merci Jean-Marc pour la présentation et pour vos réponses. On va passer, je vais donner la main à Delphine. Alors, je vais repartager le support de présentation. Hop. Et Delphine, je vous laisse commencer quand vous êtes disponible et je vous poserai les questions en suivant. D'accord, bonsoir. Merci Maxime et merci à CEMIA et à WICID pour cette excellente initiative collective de WeClub. Donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter Superbranche ce soir. Donc, Superbranche, en fait, est une start-up issue du CNRS à Strasbourg qui travaille dans le domaine de la nanomédecine. Donc, en fait, l'utilisation de matériaux à l'échelle nanométrique pour résoudre différentes problématiques en santé. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous nous sommes fixés pour mission en fait de rendre accessible au plus grand nombre ce type de traitement innovant basé sur des matériaux nanométriques à travers la mise en place en fait d'une entreprise ayant un modèle qui se situe entre une chemtech, c'est-à-dire l'utilisation de savoir-faire en chimie, et une biotech, l'utilisation de savoir-faire et de compétences en biologie, pour proposer la mise sur le marché à différents termes, court, moyen et long, des produits innovants. Alors, la petite singularité de Superbranche, c'est qu'en fait, on se développe sur un procédé de production bien spécifique de nanomatériaux pour la santé qui fait que on doit produire en interne nos propres lots cliniques. Et on a ce souhait donc de mettre en place un outil industriel de production de nanomatériaux, de nanoparticules, et donc de devenir à terme un centre référent industriel pour la production de ce type de matériaux. Le but ultime, l'ambition, on va dire, finale étant de devenir à terme nous-mêmes une entreprise pharmaceutique, un leader mondial dans le domaine de cette nanomédecine, comme je le disais tout à l'heure.
Prochaine transparent. Alors, les marchés adressés par notre plateforme technologique, dont je vous montrerai les détails tout à l'heure, sont de deux types principalement. En fait, ce sont deux marchés dynamiques et en croissance. Le premier concerne le marché des thérapies cellulaires et le second, l'oncologie. Alors, pour en parler tout d'abord du marché des thérapies cellulaires, donc c'est un marché qui utilise en fait... les thérapies cellulaires sont utilisées pour régénérer des organes malades ou dans le cadre de l'immunothérapie, comme a pu l'expliquer le professeur Limaché, l'utilisation du système immunitaire pour traiter le cancer. Et nous avons une approche en fait de diagnostic ou plutôt de suivi de ces thérapies cellulaires, à savoir utiliser notre nanoparticule pour permettre le suivi de ces traitements une fois injectés dans le corps humain. Et donc de savoir ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont efficaces ou non. Dans le domaine de l'oncologie, on l'aborde un petit peu différemment de ce qui se fait classiquement, à savoir qu'on essaie de combiner dans nos produits des propriétés à la fois de diagnostic et de thérapie. C'est ce qu'on appelle des nanomatériaux théranostiques. Donc, ils ont vraiment la capacité de pouvoir poser un diagnostic et dans la foulée, si le diagnostic avère la présence de tumeurs, effectuer la thérapie dans le même temps. Donc, à travers cette approche theranostique, en fait, on utilise une toute nouvelle technologie d'imagerie qui s'appelle le MPI, donc je reviendrai dessus tout à l'heure, qui est une technologie qui a été développée aux États-Unis par une spin-off issue de Berkeley. Transparence suivante, s'il vous plaît. Pour revenir un petit peu sur les problématiques des thérapies cellulaires, donc ce sont des thérapies qui sont faites à l'aide de cellules souches ou de cellules CAR-T. Ce sont des traitements qui sont extrêmement coûteux et il apparaît qu'environ 50% d'entre elles sont plutôt infructueuses. Donc, on perd beaucoup de temps, d'argent et de ressources, et surtout du temps par rapport pour les patients. Et actuellement, il n'y a pas d'outil de suivi de ces thérapies. C'est-à-dire qu'une fois injectées, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent jusqu'à ce qu'on arrive à détecter les effets bénéfiques ou non de ces traitements. Donc, nous, depuis la création de Superbranch en 2019, on a monté un partenariat avec l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis, à Baltimore, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine des cellules souches et des thérapies par cellules souches, pour montrer que par l'utilisation d'une de nos nanoparticules et de cette nouvelle technologie d'imagerie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une technologie magnétique, un peu comme l'IRM, on était capable de suivre les cellules injectées dans le corps et de pouvoir dire si elles vont au bon endroit et si elles font le travail pour lequel on les a injectées, en fait. L'idée, c'est aussi de pouvoir dire un petit peu à l'avance s'il y aura une réponse satisfaisante ou non à ce traitement par thérapie cellulaire. Slide suivante, s'il vous plaît. Dans le domaine de l'oncologie, on va avoir une approche theranostique. Donc là, je vous ai représenté quelques technologies d'imagerie très classiques que tout le monde connaît. Tout le monde a probablement déjà eu à subir un examen d'imagerie médicale. Donc nous, on se focalise en fait sur la possibilité d'utiliser à travers un même équipement ces propriétés de diagnostic et de thérapeutique. Donc c'est un équipement qui s'appelle MPI, imagerie par particules magnétiques. Donc en gros, ça ressemble vraiment très fortement à un équipement d'IRM, comme vous avez sur l'image, mais simplement, il est nécessaire pour que ce soit efficace que l'on injecte dans le sang une nanoparticule magnétique qui va permettre de donner un signal, donc de poser un diagnostic. Et si le diagnostic révèle la présence de tumeurs, le même équipement et la même nanoparticule injectée permet de faire une thérapie que l'on appelle thérapie par hyperthermie magnétique. Simplement, c'est une thérapie qui permet d'élever la température localement et de détruire les tumeurs par élévation de température. Donc, c'est vraiment cette approche theranostique qui nous différencie, si vous voulez, des autres entreprises dans le domaine de la nanomédecine qui développent soit des outils de diagnostic, soit des outils de thérapie, mais qui n'ont pas la capacité de combiner les deux dans un même objet. Donc, nous, on se positionne sur des nanoparticules d'oxyde de fer qu'on appelle SPIO. C'est simplement lié à leurs propriétés super paramagnétiques qui font qu'elles sont efficaces en diagnostic et en thérapeutique. Prochain transparent. Alors, pour rentrer un petit peu juste plus dans le détail de ce que c'est vraiment la technologie Superbranch, donc en gros, quand on est dans le domaine nanomatériaux, il y a deux types de nanoparticules, ce qu'on appelle inorganiques et organiques. Elles ont toutes des avantages, des inconvénients. Nous, on a décidé de combiner deux d'entre elles. Donc, l'oxyde de fer, c'est une nanoparticule rigide, magnétique. Ses propriétés vont donner un contraste et on va pouvoir faire un diagnostic. Et dessus, on greffe en fait des molécules organiques qui sont aussi sous forme nanoparticulaire et qui vont permettre de rendre le tout biocompatible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir injecter ces objets dans le sang, ça va circuler et ça va permettre de poser le diagnostic et la thérapie en même temps. Slide suivant.
Donc là, vous avez des images un peu plus précises au microscope de ce à quoi ressemblent des nanoparticules d'oxyde de fer. Donc elles ont différentes tailles, différentes formes, et ça, c'est vraiment dû à notre procédé de production qui est extrêmement spécifique. Et sur ces nanoparticules, on va greffer différentes branches qui vont permettre de les rendre biocompatibles, mais aussi de les adresser spécifiquement vers des cellules tumorales. Donc ici, ce qu'il faut retenir, en fait, ce qui est très important, c'est que les savoir-faire et les procédés de production de ces nanoparticules sont extrêmement stratégiques parce que le procédé va vraiment faire votre produit. En maîtrisant tous les paramètres du procédé de synthèse, vous allez pouvoir modifier la taille, la forme, et ça a un énorme impact sur les propriétés magnétiques, ce qui fait que, par exemple, la première image que vous avez à gauche, vous avez des nanoparticules sphériques qui vont être extrêmement utiles pour poser un diagnostic, par exemple, en imagerie IRM. La deuxième image, vous avez des nanoparticules toujours sphériques, mais légèrement plus grosses. Et dans ce cadre-là, vous avez des propriétés magnétiques idéales pour du diagnostic IRM par la nouvelle technologie MPI et aussi pour l'utilisation en thérapie par élévation de température. Ensuite, il y a des formes un petit peu plus exotiques. Là encore, c'est pour pousser un petit peu plus les propriétés magnétiques et avoir des choses de plus en plus efficaces. Prochain transparent, s'il vous plaît. Donc, les réalisations à date de Superbranche, donc l'entreprise a été créée en 2019 après une dizaine d'années de recherche au CNRS et diverses publications scientifiques, au cours desquelles en fait, on a pu faire 3 preuves de concept précliniques sur animaux. Donc, principalement, on a pu démontrer que les nanoparticules injectées sont bien tolérées, bien éliminées, et non toxiques. On a fait également une preuve de concept dans le cadre du cancer de la peau. Et tout ceci a permis de déposer 3 brevets mondiaux qui, pour l'un d'entre eux, le principal qui concerne vraiment la technologie nanoparticules théranostiques, a été donné en licence mondiale exclusive d'exploitation à l'entreprise à la création en 2019. Donc en termes de lauréats, bon, je ne vais pas revenir dessus, Guillaume l'a dit tout à l'heure, on a été lauréat de concours iLab l'année de la création, au Grand Prix du jury, on a aussi fait partie de la section du magazine Challenge. Depuis la création, en fait, on s'est aussi attaché à valider la montée en échelle de production, parce que c'est vrai que lorsque l'on sort du CNRS, on a des capacités de production qui sont de l'ordre d'un laboratoire de recherche. Donc, on a dû valider un premier scale-up, ce qui a été fait, qui a été possible grâce aux premières levées de fonds qui se sont faites auprès de la région Grand Est, mais également des Alsace Business Angels et de la BPI. Et cela nous a permis aussi de mener des premières preuves de concept, notamment avec l'hôpital Johns Hopkins sur le suivi des thérapies cellulaires, mais également avec l'Institut Charles Sadron à Strasbourg, qui est un institut de référence sur les agents de contraste pour l'échographie. Donc, tout cela a permis en 2022 à la fois de déposer des nouvelles demandes de brevets dans le domaine de l'échographie, justement, pour élargir un petit peu à d'autres technologies d'imagerie. On a mené des études de cytotoxicité, en fait, montrer la non-toxicité des produits de Superbranche sur des cellules saines, mais également sur des cellules souches, des cellules extrêmement fragiles, et aussi des études qui ont été menées sur des cellules cancéreuses. On est en cours de signature d'une convention avec le ministère de la Santé dans le cadre de ce qu'on appelle le PPST. En fait, c'est un protocole de protection du patrimoine scientifique et technologique de la nation. Ça, c'est simplement dû au fait que les procédés de production de nanoparticules de Superbranche sont considérés par le ministère de la Santé comme stratégiques pour la France. Et donc, il y a un régime très restrictif pour avoir accès en fait, à nos locaux de production. Nous sommes entrés en vivier au fonds Société de Projet Industriel, mais je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu pourquoi et à quoi cela pourrait nous servir si on arrive au bout. Et nous avons également signé un grand groupe a signé un MOU pour montrer son intérêt sur la technologie theranostique avec un contrat de collaboration qui est actuellement en cours de signature. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, comment nous comptons arriver au marché avec les différents produits que nous avons dans l'entreprise? Donc, cela se fera en 3 temps. À court terme, en fait, il est envisagé, on a démarré, mais on n'a pas atteint des capacités de production suffisantes pour pouvoir vraiment booster l'activité. C'est de mettre sur le marché des produits de recherche, c'est-à-dire vendre des nanoparticules qui n'ont pas besoin d'être certifiées au niveau de leur production de façon très spécifique. Donc, dans ce cas-là, on approche des distributeurs qui ont une force commerciale internationale, j'ai listé quelques noms ici, pour pouvoir vendre ces produits de recherche à court terme. À moyen terme, on envisage le développement, ou plutôt le co-développement préclinique, donc d'abord sur animaux, puis clinique, de ces outils de suivi des thérapies cellulaires. Donc nous, on appelle ça nos produits diagnostiques, mais c'est plutôt du suivi de thérapie.
Et ça, ce serait fait dans le cadre de partenariats, de co-développement avec des biotech du domaine des thérapies cellulaires. Donc là, vous avez quelques noms de biotech, mais en gros, il y en a à peu près 500 dans le monde, dont la plupart d'entre elles sont tout de même localisées aux États-Unis. Et à plus long terme, enfin moyen-long terme, le développement d'outils théranostiques. Là, c'est un petit peu comme ce que disait le professeur Limaché tout à l'heure. Nous avons une plateforme technologique, en fait, que l'on peut utiliser dans un type de cancer, mais elle peut être utilisée dans tout type de cancer une fois qu'elle a fait la preuve de concept d'une première indication. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que nous souhaitons solliciter votre aide, en fait, WICID, pour pouvoir démarrer cette preuve de concept dans le cancer du pancréas, bien spécifiquement, avec des partenaires qui sont toujours le Johns Hopkins pour la validation par la technologie MPI et l'hyperthermie magnétique, et éventuellement un grand groupe français dans le domaine des agents de contraste. Alors, j'ai quelques slides maintenant pour vous expliquer pourquoi on s'est fait un focus sur le cancer du pancréas. Donc, slide suivant. Donc, en fait, le cancer du pancréas a plusieurs challenges, que ce soit au niveau de la détection, du diagnostic, mais également de la thérapie. Le problème de ce cancer, principalement, c'est que déjà, très récemment, il a été montré que de plus en plus de femmes et de sujets de plus en plus jeunes en sont atteints, avec peu de possibilités de thérapeutique efficaces. Et du coup, c'est un cancer où il n'y a pas vraiment de symptômes visibles, en tout cas au premier stade. Là, on pourrait traiter précocement la maladie. Les symptômes sont plutôt indiscernables par rapport à d'autres maladies, type un ulcère ou une pancréatite, avec des imageries et des examens d'imagerie assez imprécis dus au fait que le pancréas est enfoui et entouré d'autres organes tout autour. Et le traitement dépend très fortement de la localisation de la tumeur. Donc, est-ce que la tumeur est vraiment très localisée au pancréas ou est-ce qu'elle s'est déjà disséminée et est allée ailleurs? Donc, il y a pas mal de challenges à relever dans ce cancer. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, c'est ce qui laisse un petit peu la porte ouverte en fait à l'essai de nouvelles technologies. Pour le moment, effectivement, c'est la radiothérapie, la chimiothérapie combinée qui sont principalement utilisées en soins palliatifs. Le meilleur pronostic étant obtenu dans les cas où le cancer est opérable, mais ça ne représente que 20% des cas diagnostiqués. Donc, les taux de survie sont quand même assez faibles à 5 ans, donc il y a vraiment la place en fait pour proposer de nouvelles alternatives. Donc, nous avons décidé, en fait, en discussion avec un grand groupe français, d'essayer de mettre en place un produit combiné qui combinerait du coup une de nos nanoparticules théranostiques avec un de leurs produits déjà utilisés en clinique pour la chimio-embolisation du foie et de voir comment ce produit combiné pourrait réagir, enfin, pourrait être utile, en fait, pour la prise en charge des patients atteints du cancer du pancréas. Prochain transparent. Donc, par une étude de marché et également par différentes interviews avec des key opinion leaders dans le domaine du cancer du pancréas, notamment un chirurgien situé au CHU de Lausanne, on a pu mettre en lumière en fait que dans les 3 parcours de patients que vous avez ici représentés, là où vous voyez le petit feu vert, on pourrait utiliser la technologie Superbranch en complément ou en alternative à ce qui est actuellement utilisé, donc chimio et radiothérapie, soit avant ou après la chirurgie, ou lorsque la chirurgie n'est pas possible, c'est-à-dire la voie qui est tout en bas. Transparence suivante, s'il vous plaît. Alors, en termes d'équipe, donc actuellement, l'équipe de Superbranch, on est 6 scientifiques et 5 entrepreneurs. Donc, tout en haut, vous avez l'équipe opérationnelle. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis directrice de recherche au CNRS, en mise à disposition pour être la CEO de l'entreprise pour une durée d'une dizaine d'années. Et je suis aidée, en fait, on va dire, dans la vie de tous les jours, par Geoffrey Cotin, qui est un ingénieur sciences des matériaux, qui a effectué sa thèse avec moi et une collègue de l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg, et qui est un expert du domaine des procédés de production de nanoparticules. Nous avons recruté récemment Marine, qui a eu pas mal d'expérience dans le domaine privé et qui a des compétences en scale-up. Du côté du comité scientifique, nous avons le chair du conseil scientifique, qui est le professeur Jeff Bult. Donc, Jeff, en fait, c'est un leader mondial dans ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire. Il est extrêmement bon et reconnu mondialement dans tout ce qui est utilisation de nouvelles technologies d'imagerie. Et donc, c'est quelqu'un qui utilise également cette toute nouvelle technologie MPI pour répondre à des problématiques de suivi de thérapie cellulaire. Donc, on interagit avec lui
sur ce volet-là. Il y a également Robert Muller, qui est lui un expert IRM. Il a fait sa thèse, il a passé plusieurs années dans le laboratoire du prix Nobel de l'IRM Paul Lauterbourg. Et en local, en fait, il y a Sylviane Muller, qui est une experte en immunologie. Elle a fait partie du comité CARE pour le conseil du président de la République dans le cadre de la pandémie SARS-CoV-2. Sylviane, en fait, elle a aussi une double casquette, c'est qu'elle est une excellente scientifique, mais elle a également été à l'origine de plusieurs entreprises à succès, dont Imupharma. Ensuite, avant de pouvoir internaliser certaines compétences dans Superbranche, on a des experts externes qui interviennent ponctuellement sur des problématiques de stratégie partenariale. Donc ça, c'est le cas de Zaki Selam, mais également sur des problématiques qui, pour nous, sont quand même assez ardues, on va dire, des problématiques d'affaires réglementaires. Donc dans ce cas-là, on a Monir qui a fait toute sa carrière dans des grandes entreprises pharmaceutiques et qui a récemment créé sa propre entreprise qui se focalise en fait sur l'aide aux startups qui développent des produits un petit peu complexes dans le domaine des dispositifs médicaux. Ensuite, il y a Mathieu Leclerc-Chalvet, qui lui est le CEO de Therapixel, qui est une entreprise qui développe de l'intelligence artificielle dans le cadre du cancer du sein. Lui, sa compétence dans Superbranche, c'est plutôt de nous aider sur le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux. Et enfin, on a un petit, pour le moment, comité stratégique qui est composé de Anne Leluel. Donc Anne, en fait, est une chercheuse qui a monté une entreprise qui s'appelle Valoritech, qui permet en fait d'aider les chercheurs porteurs d'entreprise à mettre en place une stratégie d'entreprise viable et basée sur les valeurs des personnes. Il y a une deuxième personne actuellement dans le comité stratégique, donc, qui est le représentant des Alsace-BA, qui sont les uniques actionnaires privés actuels de l'entreprise, hormis la fondatrice. Et Daniel, en fait, a un très gros background industriel, car il a été le président de l'entreprise de Dietrich. Donc, c'est quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup les problématiques de production et d'industrialisation, ce qui nous aide vraiment beaucoup dans nos questions actuelles, en fait. Prochain slide. Alors là, je vous ai montré l'équipe un petit peu restreinte, mais c'est vrai que notre credo, si vous avez vu sous la bannière Superbranche, c'est jouons collectif. Donc on a aussi des partenaires qui sont vraiment très importants pour nous et qu'on a choisi aussi par rapport aux valeurs qu'ils véhiculaient et à leur adéquation avec les nôtres. Donc nos partenaires sont le Johns Hopkins, des entreprises aux États-Unis qui développent des anticorps monoclonaux, ou Magnetic Insights, donc l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, qui est issue de Berkeley et qui développe cet équipement d'imagerie innovant qui s'appelle le MPI. On a également des partenaires en Europe, donc l'Institut Charles Salomon à Strasbourg. On avait un partenariat avec le CGFL sur Dijon et pas mal de sous-traitants également, que ce soit pour des études sur les animaux, donc oncodesign, ou pour une aide au choix en chimie avec de l'intelligence artificielle à travers CAM Intelligence, ou alors tout simplement la mise en place d'unités de production. Voilà. On a aussi un partenaire avec un centre anticancéreux en Australie qui justement s'est équipé très récemment de cette nouvelle technologie d'imagerie MPI et qui a besoin de nanoparticules pour valider la technologie. Prochain transparent. Donc là, je vous représente un slide un petit peu montrant en fait comment on verrait le déroulé de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a été créé en 2019, donc on a pu réaliser un premier saut de valeur, si vous voulez, jusqu'en 2022 à travers différents investissements non dilutifs, donc un fort soutien de la BPI, de la région Grand Est. Alors, tout au début, un fort soutien de CEMIA et du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Et ensuite, cela a été complété par une levée de fonds auprès des Alsace Business Angels. Donc ça nous a permis justement de travailler à la fois sur du scale-up de production, mais aussi de déposer de la nouvelle propriété intellectuelle et de faire de premières études de toxicité sur les cellules. On a pu engager aussi une première validation en fait, sur le tracking, enfin le suivi des thérapies cellulaires. Donc là, le but maintenant de la levée de fonds actuelle, donc qui concerne WICID, c'est de mener cette étude de POC préclinique theranostique dans le cancer du pancréas, mais également d'arriver à figer le design de production pour amorcer une phase de pré-industrialisation. Alors, si je me focalise sur la levée de fonds WICID, celle-ci se fait dans le cadre de ce qu'a rappelé tout à l'heure Guillaume, à savoir que l'entreprise en fait est labellisée Deep Tech.
et que nous avons monté le dossier d'aide au développement Deep Tech. Donc, en gros, c'est une aide qui se matérialise sous forme de subventions et avances remboursables. Donc, nous avons monté un projet à hauteur de 2 millions d'euros qui serait éventuellement pris en charge à moitié par cette aide au développement Deep Tech. Donc, WeSeed entrerait dans l'autre moitié, complété par une remise au pot, si je peux dire, des Alsace Business Angels qui souhaitent continuer à investir dans l'entreprise et par d'autres investisseurs, notamment un family office dont je ne peux malheureusement pas donner le nom ce soir et éventuellement un autre investisseur si cela s'avère nécessaire. Donc ça nous permettra de créer le deuxième saut de valeur qui sera également combiné en fait à la préindustrialisation de notre procédé de production. Dans ce cadre-là, en fait, on envisage dès l'année prochaine une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, sachant que, comme je disais tout à l'heure, on est entré il y a un mois en vivier au sein du fonds SPI. Donc, le fonds SPI, c'est un fonds spécifique de la BPI qui a pour but de soutenir les projets industriels de sociétés innovantes et donc de pré-industrialiser leur procédé de production. Monter une petite usine de pré-industrialisation, si vous voulez. Ensuite, la grosse, comment dire, la pente la plus raide, effectivement, sera atteinte au moment où on pourra obtenir le marquage CE de notre premier outil de diagnostic, donc de suivi de thérapie cellulaire, donc qu'on envisage en 2027. Mais comme vous voyez en haut, en fait, c'est vrai que tous ces développements qui permettront à terme que Superbranche devienne une pharma seront également à mettre en parallèle avec nos capacités de production qui devront s'accroître, sachant que lorsque l'on souhaite commencer les investigations cliniques, nous devons être en capacité de produire nos propres lots cliniques. Transparence suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est juste un petit peu c'est un peu la même chose que tout à l'heure, mais avec des chiffres pour vous indiquer que jusqu'au marquage CE, la levée de fonds est autour de un petit peu plus que 16 millions d'euros, avec la répartition qui est décrite en bas. Donc l'APOC préclinique theranostique qui concerne la levée de fonds auprès de WeSeed et l'ADD. Mais également, on avance en parallèle avec des investissements, justement, peut-être dans le cadre de ce fonds SPI et avec l'aide d'un VC américain sur l'obtention du marquage CE de cette première nanoparticule qui permet le suivi de ces thérapies cellulaires. Et en parallèle, la mise en place d'une unité de production ISO 8 pour pouvoir produire, au moment où on arrive en stade clinique en 2025, nos propres lots cliniques. Donc, vous avez ici les différents montants dédiés à chaque ligne. Donc, pour la production, on est un petit peu plus que 5 millions d'euros. Pour obtenir le marquage CE, donc l'investigation clinique, ensuite thérapie cellulaire, on est autour de 6. Et pour la POC préclinique theranostique, on est à 1,6, comme je disais tout à l'heure, avec une aide possible ADD BPI de la moitié. Prochain transparent. Voilà, j'arrive à la fin, donc c'est juste un petit peu pour remettre les grandes lignes de ce que j'ai pu vous dire. Donc, Superbranche, en fait, il faut voir l'entreprise comme une plateforme technologique, en fait, que l'on peut modifier et moduler à façon pour répondre à des problématiques dans le marché des thérapies cellulaires, mais aussi en oncologie, avec des savoir-faire qui sont stratégiques autour de la production de nanomatériaux et des partenariats de co-développement internationaux, pour le moment avec des hôpitaux américains, mais on espère bien pouvoir aussi développer cette nouvelle technologie d'imagerie MPI en Europe et convaincre les cliniciens européens de la valeur de cette nouvelle technologie. Et donc en bas, il y a tous nos soutiens, donc BPI France, la région Grand Est, Business Angel et Think Venture du côté des investissements et des financements. CEMIA pour le soutien d'un démarrage à la création de l'entreprise et pour son soutien toujours actuel. Et ensuite, vous avez les différentes structures dont nous sommes membres. Donc nous sommes membres de France Biotech, BioValley France, une association qui concentre toutes les industries qui s'adressent à des nanotechnologies pour la santé. Et nous faisons partie aussi de Nanomesure France, qui est une association qui vient de se créer pour standardiser en fait tous les nanomatériaux utilisés dans la santé. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup de votre attention. Super, merci Delphine pour la présentation. Comme tout à l'heure, on va passer aux questions. Alors, dans les dernières slides, vous avez évoqué l'usine de production. Comment est-ce que vous comptez financer cette usine? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, quand on parle d'usine de production, on a l'impression qu'il faut un
un gros bâtiment, mais quand on est dans le domaine des nanomatériaux, si vous voulez, les quantités injectées sont extrêmement faibles. Donc, une usine de production de nanomatériaux, même en grade clinique, pour des quantités cliniques, voilà, c'est quelques centaines de mètres carrés. Donc là, on est, comme j'ai dit, entré en vivier dans le fonds SPI, dont le but, c'est vraiment ça, financer la préindustrialisation et la création d'une petite usine de production avec l'aide effectivement d'un partenariat privé. Et là, dans ce cadre-là, on est en train de discuter avec des VC plutôt américains. Et ça, on espère le clôturer l'année prochaine. Ok, merci. Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne un traitement par hyperthermie magnétique? Alors en fait, l'hyperthermie magnétique, c'est utiliser la capacité d'une nanoparticule à capter de l'énergie et ensuite à la redistribuer sous forme de chaleur. C'est-à-dire, on injecte une nanoparticule magnétique qui va répondre en fait à un champ qui est matérialisé par l'équipement. Par exemple, on vous met dans un équipement qui ressemble à un IRM. Dans cet IRM, il y a un champ magnétique et la nanoparticule qu'on injecte, elle va répondre à ce champ magnétique. Et en fait, elle va vouloir se mettre dans la même orientation que le champ. Et quand on va basculer le champ, la nanoparticule va suivre le champ. Et c'est ce mouvement d'oscillation qui va générer de la chaleur et qui va faire qu'on va brûler, en fait, ce qui se trouve autour de la nanoparticule. Par contre, ce qui est très difficile, enfin, ce qui est important, c'est de maîtriser la quantité de chaleur produite. Il ne s'agit pas de brûler vraiment déjà sur des grandes échelles et de monter très haut en température. Nous, ce qu'on veut, c'est une hyperthermie douce pour que justement les cellules cancéreuses qui sont plus sensibles à la chaleur que les cellules saines meurent et soient éliminées. Ok, merci. Et dernière question, à quel horizon la technologie d'imagerie par particules magnétiques sera-t-elle en clinique? Alors en fait, l'imagerie par particules magnétiques, elle est actuellement développée par 2 entreprises dans le monde. Donc une dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une spin-off de Berkeley, donc Magnetic Insight, et en Europe, elle est développée par l'équipementier Bruker, qui est l'équipementier de référence pour les IRM, par exemple. Donc, alors, on n'a pas trop de visibilité, nous, par rapport à Bruker, qui est plutôt une entreprise assez secrète, on va dire, mais on interagit quand même beaucoup avec Magnetic Insight et les Américains. Donc, eux viennent de faire une levée de fonds de 40 millions de dollars pour avoir un équipement clinique efficace et mis sur le marché en 2026. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'ils ont l'équipement, mais ils n'ont pas actuellement la nanoparticule. Donc, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc, ils utilisent actuellement une nanoparticule qui n'est pas optimisée pour leur technologie, mais qui a été optimisée pour l'IRM. Et en fait, on a montré à travers une interaction avec eux que notre nanoparticule est très bonne pour le MPI. Donc, l'idée, c'est que nous, quand eux arriveront à leur mise sur le marché clinique de leur équipement, on soit en capacité de produire grade clinique notre nanoparticule. Donc, c'est pour ça que le temps presse un peu, histoire de ne pas raser le train, pour qu'on développe les choses en parallèle, en fait. Ok, super. Merci Delphine pour la présentation et pour vos réponses. Merci aussi à Jean-Marc et Guillaume et aux WICIDers présents en direct. Pour ceux qui sont arrivés en retard, normalement le replay devrait être disponible d'ici demain sur le site. Et pour ceux qui aura le replay, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, à consulter les news qui seront publiées jusqu'à la fin de collecte qui arrive. Et puis avec l'équipe de Semia et de WICID, on reste disponible si vous avez besoin. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.